Bonjour, bienvenue à cette activité de découverte. C'est quoi cette bébite-là, Intersection, cette communauté de pratique-là? Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter la communauté de pratique que j'anime et coordonne depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est un peu une séance d'information, vous vous en doutez. Puis donc, je me présente, je m'appelle Marianne Paradis, je suis chargée de projet et d'animation de communauté de pratique à la IDQ. C'est mon titre officiel. Je fais plein d'autres choses. Pour mon petit historique, petit parcours, j'ai un bac et une maîtrise en sociologie et 10 ans d'expérience en intervention. J'ai commencé brièvement à Ajoie, donc principalement à Montréal. Ajoie est une boîte de travail de rue dans l'ouest de l'île. Et ensuite, je suis allée au TRAC, qui est sud-ouest, donc je me suis rapprochée, et au site fixe qu'on appelait à l'époque, donc un centre de soir, une distribution de matériel. Et ensuite, j'ai travaillé au GRIP en intervention au milieu festif. J'ai fait de la formation, de l'animation, d'ateliers de kiosque. Puis, j'ai travaillé en marge 12-17, donc un hébergement pour jeunes en difficulté, mineurs. Donc, moi, j'étais aux logements sociaux, principalement des jeunes sortis de la DPJ à risque ou en situation d'itinérance. Ensuite, j'ai fait 5 ans de coordination et d'animation collaborative dans plusieurs milieux, dont la CDC Centre-Sud. Et c'est là où j'ai coordonné ma première communauté de pratique. Sinon, avant, dans mon expérience d'intervention, j'ai participé comme membre à des communautés de pratique aussi. Donc, j'ai coordonné pour la première fois ma première communauté de pratique à la CDC Centre-Sud et j'ai adoré le concept. Et me voici ici à l'animation, à la coordination d'Intersection depuis 2022. Donc, j'ai participé à sa remise en place. Et donc, ça sera notre 4e cohorte. Alors, le déroulement aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à l'intersection. Je vais vous expliquer aussi le concept un peu plus théorique de ce que c'est une communauté de pratique. Puis, principalement, ce qu'on a fait les dernières années, comment ça fonctionne l'intersection, qu'est-ce qu'on offre. Et on va vous dévoiler la programmation, parce qu'on a des programmations à chaque année différentes, sur des thématiques différentes. Puis, il y aura l'ouverture de la période d'inscription qui, je vous l'avoue, est déjà ouverte. Donc, si ça vous tente d'aller vous inscrire tout de suite, c'est accessible. Mais officiellement, on va lancer la période d'inscription qui est de 1 mois et on aura une période d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, introduction à intersection. Vous allez voir, je vais parler beaucoup. Donc, je vais laisser, on a créé un super vidéo, 6 minutes quand même, mais je vous le présente parce qu'il est super riche, puis on l'aime beaucoup. Ça vous met bien la table pour ce que c'est intersection. Mon nom est Mathieu Goyette, je suis professeur au département de sexologie de l'UQAM et psychologue. La consommation sexualisée, c'est quand on retrouve dans une même occasion, pour une même personne, la combinaison de la prise de substances psychoactives, des drogues ou encore de l'alcool et des pratiques sexuelles, généralement pour augmenter l'expérience, favoriser le plaisir qui va être vécu dans ces épisodes-là pour la personne donnée. La consommation sexualisée peut soulever des risques particuliers. On peut penser pour une personne qui juxtapose la consommation et la sexualité, à des prises de risques au niveau du VIH, SIDA, l'apport de contraceptifs ou encore les grossesses non désirées ou encore d'être victime de violences non désirées dans une relation interpersonnelle. La communauté intersection vient vraiment répondre à ce besoin-là. Donc, non seulement pour les personnes qui ont ces pratiques-là, mais aussi pour les personnes qui œuvrent auprès d'elles. La communauté de pratique Intersection est une initiative d'une équipe de chercheurs qui ont fait une étude de besoins en 2015 et qui ont rapidement réalisé que l'intersection entre les champs de la dépendance et de la sexualité est un besoin criant de formation auprès des intervenants du milieu. On avait besoin d'identifier une ressource qui allait porter le projet et lui permettre de poursuivre son développement.
L'AIDQ, qui était déjà impliqué, a rapidement été identifié comme étant le partenaire clé pour le faire parce que l'association possède déjà le réseau, possédait également toute l'expertise pour pouvoir coordonner, dynamiser et lancer la communauté de pratique de manière transversale auprès des acteurs partout au Québec et de tout horizon. Je m'appelle Marianne Palardy, je travaille à l'AIDQ, je suis chargée de projet et d'animation de communauté de pratique et j'ai la chance d'animer et de coordonner Intersection. Alors, Intersection, c'est une communauté de pratique qui regroupe une diversité de professionnels qui sont dans plusieurs champs. Il y a une cohabitation des savoirs vraiment riche au sein de la communauté. On va avoir des savoirs expérientiels, cliniques et académiques qui partagent ensemble un intérêt commun là, pour le champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances. À la communauté pratique, on se regroupe puis on partage ensemble nos expertises, nos interrogations, nos défis cliniques. Bonjour, je m'appelle Vicky Deschâtelet, je suis agente de relations humaines au Centre d'adaptation en dépendance de Montréal, du CIUS du Centre-Sud de Montréal. La consommation sexualisée, c'est un sujet très tabou. Quand on intervient en dépendance, on s'attend pas nécessairement à devoir parler de la sexualité aussi. C'est encore un sujet qui peut gêner des intervenants, intervenantes parmi certains collègues ou certains organismes. Donc, ça fait en sorte que des fois, on est un petit peu moins bien outillés pour justement aider ces personnes-là qui font de la consommation sexualisée. La communauté de pratique est très, très aidante avec le manque de formation qu'on peut avoir. La communauté de pratique me permet vraiment d'avoir un nouveau point de vue sur comment ça se passe, la conso sexualisée, puis me fait en sorte que je me sens beaucoup plus solide d'intervenir auprès d'une clientèle de conso sexualisée. C'est quelque chose de très précieux pour les intervenants psychosociaux dans le milieu public. Je m'appelle Roxane Allaire, je suis chargée de projet du service d'analyse de substances au GRIP. Au GRIP, on est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. On fait de l'intervention au milieu festif. Qu'est-ce que j'apporte à l'intersection? C'est vraiment mon expérience plus terrain, donc mon approche au jour le jour, quand moi j'interviens avec des gens directement qui viennent nous voir au kiosque, qui nous posent des questions, autant sur la sexualité que sur la drogue, que sur leurs pratiques sexuelles en consommant de la drogue aussi, et vraiment d'amener cette vision-là du plaisir. Donc, pour moi, Intersection est tellement une communauté de pratique pertinente et importante. Je veux qu'elle rayonne. Je veux vraiment qu'on puisse avoir un impact réel là, dans l'amélioration des services adaptés pour les personnes qui consomment en contexte de sexualité. Ce que je souhaite pour Intersection, c'est vraiment qu'avec le temps, ça devienne un endroit plus sécuritaire pour les gens de tous les milieux de parler de ces défis-là qu'ils vivent dans leur pratique par rapport à l'intersection entre sexualité et drogue, qui est pas toujours facile à faire. J'espère qu'on va pouvoir avoir une plus grande diversité aussi, finalement, des milieux qui rejoignent la communauté de pratique pour aller retrouver cette richesse-là, finalement, des différents points de vue. Mon rêve, je pense, c'est que les intervenants qui y prennent part, intervenants et intervenantes qui y prennent part, deviennent des leviers de transformation sociale pour leur milieu et pour la communauté dans laquelle ils œuvrent, en créant des connaissances situées, des connaissances qui viennent de l'innovation, qui viennent du terrain, pour pouvoir changer les pratiques, changer aussi le sentiment de compétence des autres intervenants et intervenantes qui œuvrent auprès d'eux. Mon plus grand rêve pour la communauté de pratique, c'est qu'elle continue à être un espace où les intervenants viennent pour développer leurs pratiques en matière de sexualité et d'usage de substances, qu'ils le fassent avec toujours ce brin d'audace, sans tabou ni jugement, mais toujours aussi avec sensibilité et intelligence pour que plaisir et santé soient toujours une alliance accessible pour tous. Donc voilà le petit vidéo. J'étais là. J'ai essayé de fermer ma caméra pour pas que vous ayez deux Marianne. Oui, Geneviève.
Excuse-moi, mon micro était fermé. Moi, j'ai juste un petit truc pour l'introduction, là. Vous parlez du VIH-Sida, mais vous parlez pas des autres ITSS. Ça pourrait être bien de l'ajouter. Oui, ben c'était pas moi qui parlais, puis on a fait un montage, donc, mais oui, absolument, on en parle aussi à Intersection, c'est sûr. OK. C'est juste une présentation, mais ça rend pas hommage à tout ce qu'on fait et on a fait comme complexité de thématiques et vous allez voir. Merci OK. Geneviève de l'avoir souligné. Donc, intersection, oui, on en a beaucoup parlé pendant la vidéo, mais c'est le croisement donc, entre la sexualité et l'usage de substances. Ben, c'est un phénomène qui est sous-estimé. Souvent, on va travailler en sexo, on va parler de tout l'univers de la sexualité, ou à l'inverse, on va travailler en toxico, puis on va parler plus de l'usage de substances même si on est dans une approche globale. Et ben, des fois, on oublie que la sexualité et l'usage de substances est souvent relié, beaucoup plus qu'on le pense. Ça touche presque toutes les populations qui consomment des substances. Et c'est un double tabou. Donc, parler déjà de sa consommation, c'est pas facile, c'est stigmatisé dans notre société. Et parler de l'intimité de la sexualité, ce l'est encore tabou et difficile. C'est une sphère très, très intime. Donc, mélanger les deux, ça reste un double tabou. Et ça peut être aussi un tabou pour les intervenants, par exemple. D'aborder la sexualité, on ne se sent pas toujours outillé, on l'a bien vu dans la vidéo. Donc, et on oublie des fois que la sexualité, c'est un besoin de base, hein, dans la pyramide de Maslow. Elle est au premier dans les besoins physiologiques, donc au même titre que de manger, dormir, se loger. Donc, on va faire une petite activité. Je vous invite à aller sur votre téléphone ou ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre ordinateur, puis aller sur menti.com. Donc, on va avoir trois grandes questions. D'après vous, c'est quoi les motivations à faire usage de substances en contexte sexuel? On va essayer de déterminer, oui, dans quel contexte et qui peut faire usage de substances lors des activités sexuelles. Essayer de décrire là, dans cette question-là. Des fois, on peut répondre, ben, tout le monde, dans tous les contextes. Essayons de spécifier. Et on va voir, selon vous, c'est quoi la pertinence d'avoir une communauté de pratique sur cette thématique. Alors, on a 26 personnes, c'est très bien. Donc, il y en a qui ont commencé à répondre. Super. Quelle motivation à faire usage de substances, d'après vous, pour avoir du plaisir? Absolument, c'est souvent la première motivation. Et avoir des sensations augmentées, absolument. Lâcher prise, vivre des expériences intenses, aller un petit peu plus loin dans nos pratiques sexuelles, par exemple, ou oui. Faire de nouvelles expériences, se désinhiber, absolument, relaxer, se détendre, enlever la gêne, ajouter des sensations d'intensité, faciliter l'acte sexuel, augmentation du plaisir, diminuer la gêne, le plaisir, l'intensité, diversifier les pratiques. Oui, ça revient souvent à réduire les préoccupations, le stress, l'anxiété, absolument. Se couper des émotions, si on a vécu des violences à caractère sexuel, si on a de la difficulté avec notre sphère sexuelle, des fois ça peut faciliter les choses. Avoir une relation sexuelle plus performante. Pour la performance, absolument, vous allez voir, ça va être une des thématiques cette année. Et allonger le moment, donc ça fait partie des types de performances que les gens peuvent vouloir. Oui, dilater l'anus, le vagin, augmenter les sensations, être plus à l'aise. Connexion à l'autre est très intéressant aussi. Donc, oui, certaines substances vont faciliter cette connexion-là. Donc, en contexte de travail du sexe, absolument. Accentuer le plaisir, repousser ses limites, se détendre, profiter du moment présent. Bravo! Toutes ces réponses sont bonnes. Donc, nommer maintenant des contextes ou des populations qui peuvent faire usage de substances lors d'activités sexuelles. Vous l'avez nommé pour le travail du sexe. Il y en a d'autres. Oui, les GBRSA, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, dans les festivals, milieux festifs, absolument. Dans les relations homosexuelles, travail du sexe et soirées festives, en couple, absolument. Festival
tout le monde, party, jeunes qui commencent à expérimenter la sexualité, on l'a abordé l'année dernière, super intéressant, oui, en effet. Jeunes, ados, adultes, one night, tous les consommateurs, personnes en situation d'itinérance, relations sexuelles à plus que 2 personnes en groupe, absolument. Mhm. Partage, combiner des expertises variées, absolument. Outiller les intervenants à intervenir, parler des enjeux d'intervention, favoriser nos connaissances sur des clientèles diversifiées, être plus à l'aise de transmettre des informations sans tabou, absolument, déstigmatiser aussi les intervenants intervenantes, rejoindre les savoirs entre la sexualité et la dépendance, hein, rejoindre ces deux champs ce qu'on appelle le champ croisé, sensibiliser, partager nos connaissances, ouvrir la discussion, rassembler des acteurs du milieu. Très pertinent pour développer les connaissances afin de mieux intervenir auprès des personnes qui en font la demande. Ah ouais, ultimement, on veut améliorer les services pour les personnes qui en ont besoin. Absolument. Bravo tout le monde. Je reprends mon PowerPoint et je continue. Donc, la communauté de pratique, je vais vous parler un petit peu plus théoriquement comment on l'a créé, c'est quoi ses objectifs, sa raison d'être. Donc, la communauté de pratique intersection réunit des acteurs, actrices du champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances afin d'améliorer les compétences d'intervention. Vous l'avez nommé là, dans le Mentimentor, dans le domaine, mais comment on fait ça concrètement dans la communauté de pratique? Donc, ça, c'est nos grands objectifs. OK, on en a 4. En établissant et renforçant nos canaux de communication et de collaboration, donc entre les milieux communautaires, de la santé, des services sociaux privés et publics, hein, on a aussi des gens qui sont en pratique privée, et de la recherche. Donc, pour nous, on pense que le croisement de ces 3 savoirs-là peut nous aider à améliorer la pratique ou l'intervention et nos compétences, identifier des enjeux communs et trouver des solutions innovantes, et faire émerger, favoriser l'émergence de pratiques adaptées et validées. Encourager le développement de compétences par la co-construction, c'est un gros terme. S'il y en a qui sont moins à l'aise avec cette notion-là, c'est vraiment où on est une communauté qui co-construit ensemble les savoirs. Donc, là, par l'application de connaissances qui sont théoriques, pratiques et expérientielles. En deuxième lieu, dans la même définition, on dit qu'on réunit des acteurs et actrices du champ croisé. C'est assez large, ça. On veut dire qui? Parce que on en a parlé, donc on veut croiser le savoir expérientiel, clinique et scientifique. Donc, par exemple, la paraidance, les personnes concernées, les personnes détenant des savoirs expérientiels dans le champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances, donc ils ont déjà ces expériences-là dans leur bagage. Les savoirs cliniques, bien, on a des gens de l'intervention, de la coordination, soit infirmiers, travail social, sexologie, toxicomanie, santé mentale, ARH, comme on l'a vu dans la vidéo, donc thérapeute. C'est des exemples de titres, par exemple, de personnes qui sont dans la communauté de pratique, qui l'ont été. Et les savoirs scientifiques, donc l'enseignement des professeurs, ceux qui font de la recherche, conseillers scientifiques, étudiants, étudiantes et APPR dans les réseaux publics. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grande diversité de milieux qu'on veut rejoindre parce qu'on collabore aussi tous ensemble à l'amélioration des pratiques. Donc, le milieu communautaire, réseau public, privé, académique, recherche. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la communauté de pratique, parce que des fois, on se dit, ben, il y en a combien de personnes? Il y en a 12, il y en a-tu 250? On est combien? Parce qu'on veut avoir une diversité. Ben, l'année 1, on a réussi à rejoindre 63 membres. L'année 2, 71. Et cette année, l'année dernière, un petit peu moins 56, mais non sans être très pertinent. 56, en fait, nous sommes très satisfaites là, d'avoir ces personnes-là. Aux rencontres, on peut être à peu près une trentaine, une quarantaine, des fois 20, 25. Ça dépend des gens et de leur disponibilité. Et on voit qu'il y a environ 35 de renouvellement à chaque année. Donc, des gens qui reviennent à la communauté pratique, qui disent qu'ils ont envie d'y retourner, de continuer à contribuer. Il y a d'autres personnes pour qui 1 an, ben, ça suffit, puis ils ont fait leur petit tour et ils ont pris ce qu'il y avait à apprendre. Donc, je vais vous
nommer les activités qu'on a faites depuis les 3 dernières années, hein, c'est quand même beaucoup. Vous allez voir que l'Intersection offre à peu près 5 ateliers d'intelligence collective, 2 webinaires, une formation. Des fois, on a fait des dîners d'échanges cliniques. Donc, on a abordé quand même beaucoup de thèmes en 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les réaborder, les approfondir et si le besoin il y a. Donc, les ateliers collaboratifs, c'est vraiment où on fait des ateliers d'intelligence collective. Donc, je vais vous faire travailler en sous-groupe sur des mises en situation, sur toutes sortes d'activités pour mettre en commun vos connaissances, vos compétences. Et voilà. Donc, on a fait une création d'un lexique, on a mis en commun les concepts fondamentaux, on a fait des créations de personas avec des plans d'intervention associés, on a fait des partages d'expériences, on décortiquait vraiment des, euh, des témoignages d'intervenants, intervenantes en situation de consommation sexualisée avec des personnes. On a parlé des freins, des facilitants d'intervention, de la complémentarité des approches, comme on a plusieurs milieux, il y a plusieurs approches. Il y en a qui rentrent des fois en conflit, il y en a qui on est moins à l'aise avec d'autres approches. Donc, c'était vraiment intéressant. On a déconstruit un peu tout ça. On a brisé les silos pour mieux collaborer. Exactement, tu sais, on se donnait des trucs pour comment on peut mieux collaborer ensemble quand on vient, par exemple, du réseau public en CRD, puis après ça, du milieu communautaire. Avec des personnes par aidant, par exemple. Donc, c'est super intéressant de parler du travail du sexe, du couple. On en avait parlé aussi dans le Menti, de l'adolescence, des médias, un peu aussi. On essaie de déstigmatiser la consommation sexualisée. Donc, on a parlé un petit peu de comment c'est présenté dans les médias, des fois, comment les représentations peuvent être stigmatisantes, justement. Donc, dans la culture populaire aussi, c'était très intéressant. Et on a parlé du consentement sous influence, donc grande thématique quand même assez délicate. On a fait 4 dîners d'échanges cliniques sur des sujets divers. Les dîners d'échanges cliniques, on se les permet, dans le fond, si on voit qu'il y a quelque chose qui émerge comme une discussion, il y a une situation dans un organisme qui aimerait présenter quelque chose, avoir de l'entraide, ben on peut se créer cet espace-là. Dans les webinaires sont plus, sont plus animés par l'externe, si vous voulez, ou c'est une personne qui est formatrice, qui n'est pas moi, l'animatrice ou la facilitatrice. Donc, on a eu l'interaction entre les substances psychoactives et la sexualité, Jessica Turmel, l'interaction qui tient compte du plaisir, c'est vraiment intéressant, les bonnes pratiques du traitement de la dépendance croisée. Donc, quand on arrive en traitement, par exemple, puis on a cet enjeu-là de vraiment relier la substance à la sexualité, c'est quoi les bonnes pratiques? Réalité des personnes trans et non-binaires, pratiques sexuelles et consommation, par exemple, on a discuté du BDSM ou d'autres pratiques sexuelles et les innovations en termes d'ITSS, où toutes les étaient abordées. Et on a aussi, l'année dernière, fait découvrir 14 initiatives d'ici là, en rafale pendant le webinaire. C'est super intéressant. Les formations, on en a une par année. On a eu sexe et consommation, l'humain entre le plaisir et la honte. L'entretien motivationnel sur 2 jours. On a eu chemsex, des savoirs d'intervention adaptés, le NISPQ. Et l'approche sensible au trauma et aux violences en contexte de consommation sexualisée l'année dernière. Et on co-construit aussi, on a des chantiers, des fois on se donne des idées, puis on se dit, ah, on pourrait créer un outil. Donc, on est en train de créer un guide sur le consentement sous influence issu de l'atelier d'intelligence collective où on s'est dit à la fin, on a tout ce qu'il faut pour en créer un guide, il faut faire un outil avec ça. On en parle très peu hein, du consentement sous influence. Donc, le guide a été co-construit, là. Il y a eu des rondes de révision avec les membres et la sortie est prévue pour fin 2025, donc il l'achève. On a très hâte de le sortir et on est en train de construire une charte d'interaction entre les substances et la sexualité. On va en faire un tableau assez factuel et informatif. Ça, c'est en cours. Donc, si vous intégrez la communauté de pratique, peut-être que vous aurez à y travailler vous aussi. Et c'est ça, on a créé une activité pour vous l'année prochaine là, en co-construction pendant un atelier. Ça donne un aperçu de toutes les thématiques et on n'a pas fini, on a encore plein de thématiques à aborder.
Là, je vais vous présenter un petit peu plus le concept d'une communauté de pratique. Des fois, c'est connu, des fois, c'est méconnu. Moi, j'ai connu des espaces de concertation, par exemple, semblaient être des communautés de pratique. J'ai connu des communautés de pratique qui n'en étaient pas vraiment non plus. Donc, qu'est-ce que c'est, cette bit-là? Ils sont toutes différentes, là. Elles sont uniques à la communauté qui la construit, en fait. Puis ils répondent souvent à un besoin d'innovation. Quand même, hein, on est quelque chose de... On aborde un terme, puis c'est peu abordé, puis on a besoin là, d'améliorer les pratiques et tout. Puis sont de taille et de composition diverses. Là, il peut y en avoir des communautés pratiques de 12 personnes dans une même organisation très homogène. Par exemple, à la pandémie, un groupe de professeurs dans un département qui se sont créés une communauté de pratique sur comment on peut enseigner à distance. Ça a duré un temps. Il y avait besoin de s'outiller entre eux puis de partager leur expérience. Et il était peu. Puis il y en a d'autres, par exemple, qui sont pan-canadiennes, qui sont que virtuelles, qui peuvent rejoindre jusqu'à des milliers de personnes. Donc, les objectifs en général là, des communautés de pratique, c'est d'apprendre et d'échanger, se réseauter, collaborer, développer des compétences, briser des silos et des fois l'isolement professionnel, créer des nouvelles connaissances et innover et transformer. Là, vous voyez qu'il y a une gradation de difficulté dans les objectifs. Donc, La, la définition qui fait consensus, c'est des groupes de personnes qui se rassemblent afin de partager et d'apprendre les uns des autres, face à face ou virtuellement. Ils sont tenus ensemble par un intérêt commun dans un champ de savoir et conduits par un désir et un besoin de partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils, des meilleures pratiques. Les membres de la communauté approfondissent leurs connaissances en interagissant sur une base continue et à long terme et ils développent ensemble de bonnes pratiques. Donc, vraiment, le concept clé à se rappeler ici, c'est apprendre en interaction avec les autres. C'est pas un modèle d'apprentissage traditionnel où on a un professeur un peu expert qui transfère ses connaissances aux étudiants, par exemple, ou dans une formation qui est un petit peu plus un apprentissage vertical. Ici, c'est vraiment l'apprentissage horizontal. Donc, c'est tout le monde détient des savoirs, des connaissances, des expertises et se les échange. Donc, c'est important d'être en interaction pour pouvoir se les échanger. C'est le fun de savoir ce que c'est pas aussi une communauté de pratique. Donc, c'est pas un abonnement à des formations. Vous allez voir que on vous offre une programmation. C'est pas un abonnement, c'est pas un cours universitaire, c'est pas un abonnement à des formations. Donc, il y a des moments où il faut être en interaction puis travailler ensemble pour créer ces connaissances-là et apprendre en interaction. C'est pas un espace de concertation. Si vous avez déjà fait partie de table de concertation, ça arrive quand même souvent là, dans le milieu communautaire qu'on peut aller siéger sur des tables jeunesse ou des tables. C'est pas tout à fait on n'a pas de plan d'action, on n'a pas de livrable. Hein. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis sur quoi on veut travailler, puis sur quoi on veut s'échanger. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne crée pas non plus d'outils ou qu'on ne peut pas avoir de projet, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas un espace critique, un espace d'entraide, puis c'est pas une communauté d'experts non plus ou de conseillers, conseillères. Donc, peu importe le niveau d'expérience, tu as un intérêt, t'es la bienvenue, puis tu as des savoirs à partager autant qu'à apprendre. Donc, encore un peu de théorie, il y a comme trois grands domaines, si vous voulez, de la communauté pratique. On a le domaine, bon, je me répète, mais c'est le domaine d'activité stratégique dans un champ de savoir qui suscite un intérêt commun dans le groupe de personnes. Ici, c'est la sexualité, l'usage de substances en contexte sexuel. Et la communauté, ben, c'est la structure sociale qui s'établit au fil des interactions avec des personnes sur une base régulière qui conduit à la création d'un sentiment d'appartenance, donc idéalement, et un sentiment de confiance aussi pour échanger. Associée à l'idée d'intelligence collective, elle repose sur un engagement mutuel des membres et requiert confiance et ouverture. Donc ici, c'est les membres d'intersection. Et la pratique qui réfère au savoir, donc scientifique explicite, au savoir d'expérience, tacite. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Tacite est quand même très intéressant à aborder, approfondir, aux outils que les personnes sont intéressées à partager entre eux, puis aux connaissances qu'elles construisent ensemble. Donc ici, on a les croisements des savoirs cliniques, expérientiels et scientifiques.
Encore un petit peu de théorie, ça achève. Vous pouvez le voir ici comme une espèce d'iceberg. Il y a des savoirs explicites, tu sais, qui sont des connaissances qui sont codifiables. On peut les mettre par écrit, en faire des articles, des livres, des outils. Mais il y a des savoirs tacites, donc ça s'acquiert par la pratique, l'expérience, c'est des connaissances intuitives. Quand vous faites de l'intervention, vous êtes très intuitif aussi, vous arrivez devant des dilemmes, des choix, plein de personnes uniques. Vous créez, tu sais, vous avez plein de connaissances tacites qui sont difficiles à mettre par écrit, mais qui se transmettent par la socialisation et la communication, d'où la pertinence des communautés de pratique, qui sont difficiles à formaliser. Ce ne veut pas dire qu'on ne se partagera pas d'articles, d'outils et de livres, là, de savoir explicite, mais pendant les rencontres et en interaction avec les autres, c'est plus le savoir tacite là, qu'on va aller chercher. Voici quelques bénéfices exprimés par les membres depuis 3 ans. Donc, les impacts du réseautage, apprendre ce qui se fait dans d'autres milieux, découvrir des nouvelles ressources, améliorer le référencement, créer des ponts, découvrir des projets, des initiatives, s'en inspirer, peut-être pour vous, en créer dans vos organismes, vos organisations, développer des partenariats, sortir de son réseau naturel, hein. Des fois, on a notre réseau naturel, puis c'est confortable, mais s'ouvrir à d'autres milieux, des fois, ça nous ouvre aussi des œillères et sortir de l'isolement. Des fois, ce que je veux dire, c'est par sortir de l'isolement. Par exemple, moi, quand j'étais en marge aux 17, j'avais un poste d'accompagnement au logement social. J'étais la seule dans ce poste-là. Fait que oui, je pouvais parler avec des collègues, ou je pouvais nécessairement, tu sais, qui pouvaient m'outiller, mais comprendre vraiment le mandat de mon travail, puis les enjeux que je vivais, j'avais besoin de parler avec d'autres personnes qui faisaient le même travail que moi. Et là, on a eu une communauté de pratique sur justement les personnes qui font de l'accompagnement en logement social. Fait que c'était vraiment super intéressant. Des fois, aussi en pratique privée, souvent on peut rester seul. C'est intéressant aussi de partager avec d'autres milieux. Bien évidemment, partage de connaissances, c'est des rappels, des mises à jour, des consolidations de notions. Des fois, on a eu des notions à l'université, dans un programme, puis comment je les transfère des fois. Des fois, c'est le fun de rafraîchir. Améliorer les réflexions de notre expérience et de nos connaissances, sensibiliser aux réalités, aux enjeux spécifiques des personnes qui consomment en contexte sexuel, élargir sa vision, donc explorer d'autres thèmes dont on est moins familier, se tenir à jour de l'évolution dans le champ de savoir, notamment aussi en recherche. Puis l'apprentissage autant théorique que pratique, ça on nous le dit quand même souvent. Bénéficier de l'expérience clinique des autres dans un domaine différent auprès de populations différentes aussi. Ça peut nous inspirer dans notre pratique. Amélioration des compétences pratiques, ben là, on nous a dit qu'il y avait des améliorations au niveau de leur intervention, il y avait plus de sources d'inspiration pour pousser plus loin. La pratique stimule la réflexion clinique, critique et le raisonnement clinique. Ça, souvent, on va travailler quand même sur nos biais, nos préjugés, se remettre en question. C'est vraiment intéressant de déconstruire des idées préconçues, meilleure aisance et confiance, partager des outils concrets et c'est de la formation continue. Donc, des témoignages. La cohorte intersection me permet de réfléchir sur certains enjeux que je vois de façon régulière ou non. Elle me permet de garder une réflexion critique sur ces enjeux et d'en parler avec d'autres professionnels qui ont une compréhension et une façon d'intervenir différente à la mienne. Ces échanges permettent d'améliorer mes interventions, de me sensibiliser davantage à certaines réalités et m'offrent des outils d'intervention concrets. Ma participation m'a permis de diminuer mon sentiment d'imposteur, je vais l'aborder aussi un peu plus tard, d'améliorer mes connaissances et mon assurance lors de mes interventions, en plus de développer des partenariats enrichissants. J'ai beaucoup appris autant de la théorie lors des échanges de formation que la pratique pendant des exercices de mise en situation. Vous allez voir, on offre une diversité d'activités. Ce sont des nouveaux acquis que je peux appliquer dans mon travail, dans ma vie personnelle. Et aussi, il ne faut pas négliger le transfert à l'équipe. Qu'est-ce que ça peut changer? Oui, ça peut me développer personnellement comme professionnel, mais est-ce que mon organisation va en bénéficier? Certaines personnes disent que ben justement, ils ont ramené des discussions. J'ai pu aussi discuter suite à des rencontres avec mon équipe pour évaluer nos pratiques et voir ce qui pourrait être fait autrement. Je prends gorgée d'eau. Jusqu'ici, tout va bien.
Donc, qui pourrait gagner à rejoindre la communauté de pratique? C'est riche en vision diversifiée. Ça, c'est aussi une quote là, d'un membre, d'un ancien membre. Donc, c'est tout professionnel et là, je parle aussi des personnes au savoir expérientiel, les personnes concernées qui désirent améliorer la ou sa pratique dans le champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances. Donc, on souhaite communauté, vous l'avez vu, diversifiée de professionnels, d'approches, de milieux de pratique, de populations, de réalités rejointes et de régions différentes du Québec. C'est super riche, là, la communauté de pratique, d'avoir des gens d'un peu partout. Vous avez des réalités différentes, les services sont pas pareils, vous collaborez différemment, les populations sont différentes. C'est super riche d'avoir une diversité comme ça. Donc, l'intelligence collective, là, c'est un beau terme que beaucoup de monde utilise. Comment on la vit concrètement là, dans l'intersection. Si on dit le tout est plus grand que la somme de ses parties, souvent je vais vous amener à faire des activités. Moi, je construis des activités, mais le résultat, je ne sais pas c'est quoi. Il faut une petite dose d'audace, là, des fois, parce que c'est comme une surprise, puis c'est vous qui allez créer, puis arriver à des résultats qui sont toujours surprenants. Moi, j'adore ça, c'est hyper créatif, puis surprenant à la fois. Donc, ça prend quand même une dose d'audace. Et la démocratisation des savoirs, c'est que tous les savoirs et les niveaux d'expérience se valent. On a parlé un petit peu du sentiment d'imposteur. Moi, je viens de commencer dans le milieu. Je suis pas familière avec toutes les notions de sexo. Je commence en toxico. Qu'est-ce que je vais amener? Est-ce que je vais avoir ma place pour discuter? Sachez que oui, c'est ça. On veut vraiment démocratiser les savoirs, puis que chaque personne ait sa place. Euh, Puis ses opinions, ses personnalités, ses visions, c'est ça que c'est là que ça devient très, très riche. Et le partage des connaissances, donc apprendre autant que contribuer, hein, c'est important. Des fois, on se dit, ah, ben, on voit une formation, je veux en ressortir avec des nouvelles notions, puis des idées pour ma pratique, puis je veux apprendre. Mais si vous êtes un petit peu plus avancé ou si vous avez vécu certaines situations cliniques ou je sais pas trop, mais c'est bien aussi de contribuer. Donc, d'aller transférer vos connaissances aussi. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? On y arrive. Donc, les inscriptions sont aujourd'hui jusqu'au 10 octobre, inclusivement. Pourquoi on fait pas des entrées en continu? C'est qu'on essaie de créer une cohorte, un sentiment de confiance, d'appartenance, puis qu'on parte ensemble pour l'année. Lors des activités, vous allez travailler des fois avec les mêmes personnes, apprendre à se connaître. Donc, c'est là où il y a une confiance aussi et on arrive à des résultats dans l'intelligence collective vraiment plus intéressants aussi. Les places sont limitées. Bon, on a 100 places, là. On n'est jamais arrivé, là. Ça fait 2 ans, pas trop avec ça. Mais quand même, sachez qu'il y a un nombre limité de places. Moi, je suis la seule qui coordonne et anime dans mon équipe intersection. J'ai mes collègues qui peuvent m'aider, mais je reste quand même toute seule à coordination. Donc, si c'était plus que 100 personnes, peut-être que j'aurais de la difficulté comme seule RH. C'est des cohortes d'1 an, donc on commence la première activité, vous allez voir dans la programmation, et en octobre. Et la dernière activité fin mai, mais après ça, vous avez encore accès à votre espace membre, au forum, au centre de documentation. Et excusez-moi, oui, l'enregistrement va être diffusé dès qu'on va pouvoir l'avoir monté un petit peu. Je vous ferai signe par courriel. J'ai tous vos courriels, je vous enverrai ça. Donc, c'est ça. Puis après, vous voyez, cette année, pendant l'été, on a co-construit la charte d'interaction. Fait qu'on peut avoir des petits chantiers aussi pendant l'été si ça vous tente de vous impliquer. Et donc, c'est 100 $ pour les non-membres de l'AIDQ, donc l'Association des intervenants indépendants. Si vous êtes membre, c'est 75 $. Puis, si vous êtes personne au savoir expérientiel, c'est gratuit, mais il faut m'écrire en privé. Puis, je vais vous donner un petit code. Donc, idéalement aussi, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont en posture de gestionnaire ou qui sont plus, tu sais, cordeau clinique, qui se demandent, bon, quel de mes employés, mes collègues employés pourraient bénéficier d'aller à la communauté de pratique. Sachez que c'est toujours bien que ça soit volontaire. Donc, si vous désignez quelqu'un, c'est bien qu'il soit intéressé aussi. C'est l'adhésion, puis l'expérience va être maximisée, favorisée, c'est sûr.
Donc, on a une activité d'intégration pour les nouveaux nouvelles que je vous dis, on a co-construit l'année dernière avec les autres membres. C'était comme, qu'est-ce que vous aimeriez savoir au début de la cohorte? C'est vraiment pour les nouveaux nouvelles parce que, bon, vous voyez, ça fait quand même ça va être la quatrième année. Fait qu'il y a des gens qui sont là même depuis le début. Puis la première rencontre était des fois un peu redondante pour eux. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire une activité d'intégration. Puis je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi. Mais tu sais, on va proposer c'est quoi les notions essentielles du champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances. Et on va expérimenter un outil collaboratif qu'on utilise beaucoup. Je vous explique à peu près c'est quoi l'espace. On veut que l'espace soit très inclusif aussi. Donc, un petit peu nos règles de fonctionnement pour que ça soit vraiment agréable comme espace. Donc, ça, c'est une activité d'intégration qu'on a cette année en octobre. On a 2 webinaires, 4 ateliers collaboratifs et une formation qui sera en présentiel à Montréal. On peut rembourser des déplacements en passant. Donc, j'invite toujours des gens à co-animer. Vous pouvez, comme je vous dis, je suis toute seule. Des fois, si ça vous tente d'animer un sous-groupe, de construire un bout d'activité, vous avez une situation clinique à présenter, on va vous faire un espace et on peut aussi créer des dîners d'échange. Et les activités sont au choix, donc c'est pas obligatoire. Là, c'est vraiment selon votre intérêt et votre disponibilité. C'est sûr que plus souvent vous êtes là, mieux c'est. Mais s'il y a des thématiques qui sont vraiment hors champ puis que vous pensez que ça ne servira pas, ben, pas obligé d'être là. On comprend tout à fait. Donc, vous avez accès à un espace membre, un forum, répertoire des membres et un centre de doc qui est évolutif, là. Donc, si vous avez tombé sur un outil extraordinaire, là, vous me faites signe, puis je vais aller le mettre sur le centre de doc. Puis souvent, dans mes courriels, vous allez voir, je vais, je vais faire un petit peu actualité, nouvelles recherches, nouveaux outils. Voilà. Je vous tiens au courant de ce qui se passe. Donc, le dévoilement de la programmation. L'activité d'intégration, je vous le disais, donc c'est l'espace, on va parler de l'espace de la communauté pratique, comment on fonctionne, comment on s'inscrit, comment des petites affaires, comment on rend inclusif puis l'espace sécuritaire, ses outils, puis les concepts fondamentaux du champ croisé. C'est fortement recommandé si vous êtes nouveau, nouvelle, si vous vous inscrivez à Intersection, là, mettez ça tout de suite à votre agenda. Sachez que c'est tous les jeudis matins. Là, c'est pas pour rien que j'ai fait l'activité d'information le jeudi matin. Si vous n'êtes pas disponible, vous avez une rencontre d'équipe, par exemple, le jeudi matin, ça va être difficile pour vous de participer là, parce que c'est toujours le jeudi matin, sauf la formation qui est le jeudi, mais toute la journée. Donc, on va parler de la consommation des fins de performance sexuelle. Ce sera notre premier atelier en novembre. On aura ensuite comment aborder la consommation sexualisée en évitant les pièges, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Par exemple, de rentrer dans la séduction. Par exemple, de prendre pour acquis que quelqu'un est hétérosexuel. Prendre pour acquis l'identité de genre. Bref, il y a énormément de pièges. On va pouvoir décortiquer ça ensemble. Le webinaire 1 sera animé par Jean-Sébastien Fallu, comment s'inspirer de l'approche de santé sexuelle positive en usage de substances. L'atelier 3, les violences sexuelles et la soumission chimique, sera un bel atelier. Et la formation cette année sera sur l'approche de sensibilité culturelle chez les personnes qui pratiquent la consommation sexualisée. Formateur Rodrigo Diaz Yamas. Si vous ne le connaissez pas, il a fait quelques webinaires vraiment intéressants. Et là, on parle de sensibilité culturelle, pas juste au niveau de la diversité culturelle, mais on parle des communautés, de leurs normes, de plusieurs types de cultures, sous-cultures. Et l'atelier 4 qui sera sur la consommation sexualisée et la santé mentale, sujet très d'actualité, la santé mentale et l'usage. Et le dernier webinaire qui sera animé par Karine Bertrand et ses invités, sûrement qu'il y aura des personnes de savoir expérientiel qui vont l'accompagner. Sexualité et usage chez les femmes. Alors voilà. Alors, on ouvre officiellement la période d'inscription. Donc, est-ce que vous ferez partie de l'aventure cette année, vous, collègues, partenaires? Juste des petits trucs avant de vous inscrire, puis je vais vous expliquer comment vous inscrire ensuite.
Ben d'abord, c'est ça. Est-ce que vous êtes disponible pour cet engagement? On vous demande pas d'être là à les 8 activités, mais c'est sûr que si vous intégrez la communauté de pratique, puis finalement vous êtes là juste une fois, est-ce que ça vaut la peine? Ça va-tu maximiser votre expérience à vous? Euh, Est-ce que vous serez capable de convaincre votre employeur? Si vous avez des difficultés à convaincre vos employeurs, moi, je peux vous donner un coup de main, là, avec grand plaisir. Puis est-ce que vous êtes disponible les jeudis avant midi? Parce qu'on fait ça souvent de 9 h à midi. C'est quand même des belles rencontres, là. Est-ce que cet univers d'apprentissage et de réseautage qu'offre une communauté de pratique convient à votre profil d'apprenant-apprenante? Si certaines personnes, par exemple, préfèrent là, vraiment avoir de la théorie, des outils concrets, moins être dans l'interaction, par exemple, ou dans le partage, peut-être que ça sera peut-être ou ça va sortir de votre zone de confort, peut-être que vous allez apprécier. Mais tu sais, sachez c'est quoi votre profil d'apprenant-apprenante, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, cet univers-là, cet espace-là. Si vous vous sentez confortable dans les activités collaboratives, vous allez peut-être être 5, 6 des fois dans des sous-groupes. Donc, c'est, c'est quand même invitant de prendre la parole, disons. Êtes-vous intéressé seulement par la formation, les webinaires, quand c'est de l'animation externe? Des fois, ça peut être ah ouais, dans le fond, je suis peut-être un profil d'apprenante un petit peu plus de type traditionnel, tu sais, mais c'est correct aussi, vous pouvez profiter des formations, des webinaires aussi. Juste pour vous aider à réfléchir. Si vous avez, oui, est-ce que vous avez envie d'échanger avec d'autres professionnels d'horizons divers? Est-ce que vous avez envie de découvrir d'autres pratiques, d'autres approches, remettre en question peut-être certains préjugés sur des milieux, sur des approches? Souvrez-vous du sentiment d'imposteur. On l'a quand même, ça nous a été nommé quelques fois dans les autres cohortes. Euh, mais le sentiment d'imposteur peut être un vecteur, un catalyseur là, pour le développement professionnel où on se dit, ah, est-ce que je suis pertinent? Est-ce que je suis pertinente à prendre la parole? Est-ce que ce que j'ai à dire, c'est vraiment intéressant? Euh, Puis finalement, ben, on ose parler, on voit qu'on contribue, on participe à l'intelligence collective et tout, puis là, on prend confiance. Donc, mais pour certaines personnes, le sentiment d'imposteur va complètement les figer, puis ça va être difficile pour eux d'interagir. Donc, ça dépend comment vous le voyez. Avez-vous envie de partager vos connaissances aussi, hein? Comme je disais, c'est du donnant-donnant. Parce que vous contribuez aussi au savoir. Êtes-vous confortable dans l'univers virtuel? Je pense qu'il y en a plusieurs, tu sais, qui doivent faire l'intervention directement avec les personnes. Peut-être que c'est un univers qui est comme moins confortable, le virtuel. On a l'impression qu'on crée moins de liens. Euh, je pense qu'on arrive à avoir des belles rencontres, là, puis à créer des liens. Oups! Oui! J'ai juste coupé ton son, Coco. C'est ça, on réussit quand même à avoir des belles rencontres et tout, mais c'est sûr que si on prend des pauses à chaque heure, idéalement, si on est fatigué, on se le dit, on prend des pauses, là, on écoute les besoins de tout le monde. Mais c'est sûr que si c'est un univers vraiment que vous aimez vraiment pas, genre on a une rencontre Zoom, mais ça risque d'être long un petit peu pour vous. Puis on va travailler en sous-groupe. On va utiliser un outil collaboratif qui s'appelle Miro. À la première rencontre, je vous présente l'outil. Vous allez pouvoir vous familiariser avec. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous convient? Puis d'autres petites informations importantes, ben, les inscriptions sont non remboursables. C'est vraiment pas cher, là, 100 pour tout ce qu'on offre, je crois. Puis c'est aussi, on réinjecte ça dans nos activités comme l'activité en présentiel, par exemple. Donc, voilà. Les inscriptions sont nominatives. Donc, c'est seulement votre nom. Par exemple, Lélia s'inscrit, ben, elle ne peut pas se faire remplacer par sa collègue pour une activité. L'inscription est à son nom, c'est elle qui a accès à l'espace membre, elle ne peut pas transférer ça sans mon accord. Par exemple, si Léa change de poste puis c'est pertinent pour elle de venir à la communauté de pratique, mais là, on peut me faire la demande de transférer le compte, par exemple. Mais il faut absolument que ce soit ma demande. Pourquoi? Pour créer le sentiment d'appartenance, pour apprendre à se connaître, donc que ce soit nominatif. Voilà. Et les activités virtuelles ne sont pas enregistrées pour rediffusion. Je l'enregistre pour mes comptes rendus. Je fais des beaux résumés.
Absolument, ça peut être ça là, vraiment qui va vous aider à transférer à votre équipe là, pour les résumés. Vous avez accès aussi au tableau Miro quand on a travaillé ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant à transférer à l'équipe aussi. Mais comme on discute ensemble, c'est en sous-groupe, c'est très difficile d'enregistrer ce genre de- d'échange, là, si vous voulez. Puis on veut rester quand même entre nous, là. Donc, pour toutes ces raisons, on n'enregistre pas, sauf exception. Puis là, je dis exception, c'est moi qui décide parce que je trouve que c'est pertinent que tous les membres puissent l'écouter. Sinon, si c'est à la pièce, ah, je ne peux pas y aller, j'aimerais ça qu'on l'enregistre. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Il va y avoir les comptes rendus, puis ils sont super complets et résumés, visuels, beaux, le fun à lire. Donc, si vous êtes prêts et prête à vous inscrire, vous rendez-vous sur le site d'Intersection à devenir membre. Là, il est assez clair, ce bouton-là. Vous allez remplir un formulaire. Vous allez voir, il y a plusieurs questions sur votre profil. Donc, c'est toujours mieux que ce soit la personne membre qui s'inscrit elle-même. Des fois, il y a des agents administratifs, par exemple, de vos organisations qui vont vous inscrire. Mais moi, ça m'aide à faire une évaluation de vos profils, puis je vous présente ça aussi. Qui sommes-nous dans la communauté cette année? Voici les approches, voici telle population que vous rejoignez, dans quelle région vous êtes. Donc, j'ai quelques questions à vous poser lorsque vous vous inscrivez. Là, c'est pas énorme, là, ça ne vous prendra pas 2 heures. Et à la fin, c'est paiement par carte de crédit seulement. Et votre demande d'adhésion sera envoyée, va m'être transférée. Ensuite, je vais créer votre compte et vous avez un courriel de félicitations, bienvenue, vous êtes à la communauté de pratique. Et là, vous avez accès à votre espace membre avec plusieurs vous pourrez aller vous promener là, sur votre espace membre. Il y a un centre de documentation qui est vraiment le fun. Il y a toujours la charte de participation qui est un outil essentiel quand on intègre la communauté de pratique pour la première fois. Ça va nous donner des balises sur les valeurs, les façons, les dynamiques qu'on veut, le type d'engagement souhaité et tout et tout. J'y arrive. À la période d'échange, ça ne sera pas très long. Juste pour vous dire que je ne suis pas tout à fait seule à Intersection. Donc, j'ai un comité d'orientation que je construis à chaque année. Il y a des gens qui sont là depuis un certain temps, mais je suis toujours à la recherche, par exemple, de représentants des milieux, la diversité des milieux qu'on a dans la communauté de pratique. C'est un mandat de valider, bonifier les activités de la communauté de pratique, donc c'est un soutien pour moi. Je vais vous partager un petit peu dans les coulisses de la communauté de pratique, c'est quoi mes enjeux, mes questionnements, est-ce que ça, c'est un besoin qu'on devrait aborder, est-ce qu'on devrait modifier nos façons de faire et tout et tout. C'est un engagement d'1 an à partir d'octobre à septembre. C'est seulement 4 rencontres par année de 2 heures. Donc, c'est pas un gros engagement, mais pour moi, c'est hyper précieux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en plus d'intégrer communauté de pratique, de venir à la comité d'orientation, ça serait super. Je cherche souvent des personnes au savoir expérientiel et du réseau public. Milieu communautaire, ça se remplit vite. Mais faites-moi la demande, puis on verra là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis les personnes spécialement à cibler, si vous avez des personnes pères aidantes ou savoir expérientiel dans vos organismes, là, c'est difficile de les avoir, puis c'est tellement riche quand on les a. Donc, s'il vous plaît, là, c'est vraiment des personnes savoir expérientiel spécialement ciblées et du réseau public de la santé aussi. Là, je donne des exemples comme les centres de traitement de dépendance, les SUDEP, les aires ouvertes. Euh, Aussi, on en a perdu quelques joueurs là. Bon, on sait qu'est-ce qui se passe dans le réseau là, ça peut être plus difficile avec les coupures et tout. C'est ça, ça nous manque aussi. C'est 2 domaines qu'on a le plus de difficultés à les rejoindre. Donc, je vous en fais part si jamais vous voulez partager la bonne nouvelle. Donc, je dis bye à ceux qui nous écoutent en rediffusion.